Bonjour Anastasia Chapochkina, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en géopolitique à Sciences Po, spécialiste des relations Europe et Russie, et vous êtes la présidente du think tank Eastern Circles. Sur ces pourparlers, n'est-on pas selon vous dans un jeu de dupes, dans le sens où la Russie fait le minimum syndical pour ne pas froisser Donald Trump, mais en fait personne ne croit vraiment la réussite de ce nouveau cycle? Quel est votre sentiment? Oui, effectivement, si la Russie était sérieuse sur la fin de la guerre ou les cessez-le-feu, les négociations, elle avait que de vraiment arrêter la guerre, arrêter les bombardements, dont on a vu l'inverse, le renforcement cette dernière semaine. Il n'aurait que de répatrier ses troupes chez elle. Donc, bien évidemment, la Russie fait tous ses pas justement pour montrer à Donald Trump qu'elle veut les négociations, mais même un regard simple sur la délégation des Russes donc, qui se présente à Istanbul nous montre que ces gens, donc, la délégation qui est menée par Vladimir Medinsky, donc un des propagandistes slash historiens russes, qui est très très loin des centres de décision du pouvoir, vraiment nous montre que la Russie est loin d'être sérieuse sur ces négociations. Selon vous, Volodymyr Zelensky a-t-il toujours raison de demander comme préalable à la paix un cessez-le-feu? A-t-il une autre stratégie dans sa manche? Le cessez-le-feu, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine le demande. L'Ukraine a fait une proposition de faire un cessez-le-feu pendant 30 jours au début de ce processus de négociation, refusé par la Russie. Aujourd'hui, les contre-propositions russes sont très loin de ça. Et bien sûr, l'Ukraine a très besoin même d'une pause, mais d'une vraie pause, pas d'une pause pour récupérer les corps, d'une pause vraiment même pour dormir, pour les gens de reprendre en main leur situation, leur état de santé, parce qu'ils sont bombardés toutes les nuits par les Russes pendant 9 heures, parfois enchaînées, et tous les jours aussi sur tous les territoires de l'Ukraine. Donc, c'est pas seulement la stratégie, dans le sens que l'Ukraine aussi doit montrer à Washington qu'elle a de la volonté de négocier, mais il n'y a pas d'illusion du tout que le paix puisse être atteint pendant que Vladimir Poutine préside la Russie. On le sent bien, le seul acteur qui peut mettre aujourd'hui fin à la guerre, c'est Vladimir Poutine. Selon vous, qu'est-ce qui peut contraindre demain le président russe à arrêter la guerre? Je vois très peu de préconditions, à vrai dire, parce qu'aujourd'hui, la Russie, elle a les alliés fiables. La Chine, qui a nié, par exemple, les exportations des drones ou des composants des drones à l'Ukraine et à l'Europe, quand elle continue à la Russie, selon les dernières news de Bloomberg. Euh, la Russie a aussi l'Iran, qui continue pas seulement à donc donner des shahed, vendre des shahed à la Russie, mais aussi à la coproduction des shahed en Russie et de production sous licence, donc des shahed en Russie. Et aussi la Corée du Nord qui fournit pas seulement les soldats, mais aussi les missiles balistiques qui continuent à frapper l'Ukraine. Par ailleurs, l'Ukraine, pendant ce temps-là, elle a des alliés qui leur donnent la permission de tirer en profondeur de la Russie, mais qu'avec les moyens que l'Ukraine trouve elle-même, en oubliant de donner les munitions. Donc, à l'Ukraine, bien évidemment, que même s'est permis de tirer sans aucune permission des alliés avec ce qu'elle avait, avec l'opération qu'on a vue exécutée brillamment hier par les drones donc sur les avions russes. Mais c'est tout. Malheureusement, les alliés aujourd'hui ne sont pas dans la même mesure donc impliqués dans la guerre côté ukrainien qu'ils sont impliqués côté russe. On a heureusement l'Europe, elle est derrière l'Ukraine. Heureusement, on a vraiment les signaux des pays majeurs européens donc sur leur implication, mais ça reste donc les États-Unis restent un grand facteur perturbateur qui vraiment freine et qui aide la Russie aujourd'hui.
Et vous en parliez à la veille de ces nouveaux pourparlers. Donc l'Ukraine a mené une attaque éclair contre la Russie, opération baptisée Toile d'araignée. Plusieurs aérodromes militaires ont été ciblés par des drones kamikazes. C'est un coup rude pour l'aviation russe. Vous restez avec nous. On voit tout cela en images avec Ludovic Defoucault. 18 mois de préparation, nom de code, Toile d'araignée. L'opération ukrainienne, très audacieuse, est couronnée de succès. 117 drones ont été utilisés lors de l'opération et un nombre correspondant de pilotes de drones a été impliqué. 34% des porteurs stratégiques de missiles de croisière russes sur leurs aérodromes ont été touchés. Une quarantaine de bombardiers stratégiques russes a été détruit, dont des appareils Tupolev qui, selon les services ukrainiens, ont été déployés pour tirer différents types de missiles de croisière sur l'Ukraine en utilisant leur portée pour rester à distance. Ces bombardiers, ainsi vraisemblablement que des avions radars, ont été visés par des drones lancés depuis les abords de leur propre base, dans la profondeur du territoire russe, c'est-à-dire hors de la portée théorique des armes ukrainiennes. Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'un jour noir pour l'aviation russe. Des drones minuscules et bon marché ont permis des frappes d'une puissance incroyable contre d'énormes bombardiers stratégiques. Plusieurs aérodromes, parfois situés à des milliers de kilomètres des frontières ukrainiennes, ont été atteints. Les autorités russes minimisent la portée de l'opération, mais reconnaissent que des avions ont pris feu après des lancements de drones, assurent que l'attaque sur la base d'Ukraïnka, dans le très grand est du pays, a été repoussée et que la manœuvre ukrainienne n'a fait aucune victime militaire ou civile. L'Ukraine a fait passer clandestinement ses drones en Russie en les cachant dans des structures en bois dans le plafond de containers de transport qui ont ensuite été placés sur des camions poids lourds, eux-mêmes stationnés à proximité immédiate des bases. À l'heure dite, des essaims de drones quadricoptères légers, pas plus de quelques centaines d'euros pièce, porteurs chacun de charges explosives, ont jailli des containers pour aller s'abattre comme des kamikazes sur les avions russes qui n'auraient sans doute pas dû se trouver en extérieur. Anastasia Chaposkina, vous êtes toujours avec nous. Cette opération, elle démontre aussi que les cibles militaires russes sont loin d'être inatteignables. Même en profondeur, il y a toujours cet aspect mental de la guerre qui joue et qui est particulièrement important pour les soldats ukrainiens qui sont mobilisés depuis 3 ans et demi maintenant. Absolument. Cette opération d'aujourd'hui, elle a le même effet, ou peut-être même un effet plus fort que ce qu'on a vu en août l'année dernière, quand il y avait la prise de Koursk, de la région de Koursk, par les Ukrainiens, donc en Russie, sur le moral en Ukraine. Très important effet aussi sur la capacité des Russes, donc sur l'affaiblissement de cette capacité, et sur le moral aussi, ce qu'on voit par les nombreuses publications des 1000 blogueurs russes qui justement déplorent le manque de protection, le manque de sécurité dans les bases militaires qui ont été justement conçues et qui comptaient beaucoup sur la distance entre la frontière occidentale de la Russie et les bases. Et donc, en comptant cette distance suffisante pour la protection des avions qui se retrouvaient sur les bases. Aussi, ce qui est déploré par les 1000 blogueurs russes, c'est même la situation des avions sur les bases qui n'étaient pas dans les hangars, il n'y avait pas de séparation entre les avions, ils étaient tous garés l'un près de l'autre, donc ce qui a facilité la prise de feu et les frappes sur ces avions. Ce qui est important, c'est que ces avions ne se produisent plus en Russie depuis très longtemps. Il n'y a plus d'expertise, il n'y a plus de capacité de les produire, ce qui concerne surtout les avions qui sont les qui ont les capacités de porter les missiles nucléaires. Ce qui, en son tour, n'affaiblit pas seulement la flotte russe des avions de chasse qui, eux, représentent la menace principale aujourd'hui pour l'Ukraine, parce que c'est de eux qui sont lancés plusieurs missiles qui frappent les villes ukrainiennes toutes les nuits et tous les jours, mais aussi ça signifie que la capacité de la Russie dans la frappe nucléaire est affaiblie par rapport à l'Occident. Et le manque de capacité de construction, le manque de l'expertise, le manque de gens, même de travailler dans ce secteur aujourd'hui, à cause de la guerre, signifie que cette différence, donc en défaveur de la Russie, est là pour rester. Donc, de ce côté-là, l'opération spéciale de l'Ukraine, elle est importante et pour rétablir l'esprit de militants russes et pour augmenter
donc les voix critiques, même parmi les blogueurs vers le pouvoir, mais aussi pour vraiment affaiblir la position militaire et stratégique russe dans la durée. Merci beaucoup Anastasia Chapochkina d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci beaucoup à vous.